Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir le palais de Knossos et la civilisation minoenne dans une première approche. Relativement complète, mais à approfondir bien entendu, si le sujet vous passionne. Les ressources sur Internet et en bibliothèque sont assez nombreuses pour enrichir ses connaissances à ce sujet. Quant à la visite du site de Knossos et des musées archéologiques d'Héraclion et Athènes, ce sont aussi des incontournables pour examiner de près et en réalité les vestiges présentés ici. Knossos est situé en Crète, à 5 km d'Héraclion, dans une région très fertile, et considéré comme le centre de la civilisation minoenne, plus ancienne civilisation européenne. Habité depuis le néolithique, c'est-à-dire 7000 ans avant Jésus-Christ, et juché sur la colline de Képhalas, ce site béni des dieux fut le foyer essentiel des mythes antiques autour de la figure de Minos. Le palais de Knossos n'est pas un simple palais. Il abritait une microcité rassemblant des édifices dédiés à l'administration, la justice, la gestion centrale du commerce, de l'artisanat, les réserves agricoles. Le roi y régnait en incarnant la figure de l'exécutif, mais aussi en tant que grand prêtre. L'architecture du palais est assez complexe, s'inscrivant dans un ensemble carré et rassemblait 1500 pièces sur 3 ou 4 étages. Construit à partir de calcaire, de schiste et de gypse, enrichi de structures antisismiques en bois, ce palais était inondé de lumière, grâce à la multitude de ses ouvertures et aux nombreuses fresques polychromes dont les motifs célébraient la nature et la divinité. Ce palais brilla par sa magnificence dans tout le monde minoen. Vous connaissez, en grande majorité, la légende du roi Minos, fils de Zeus et de la nymphe Europe. Adopté par le roi Astérios, Minos devint roi de Crète. À l'occasion d'une grande cérémonie, Minos demanda à Poséidon qu'il lui offre un animal exceptionnel à sacrifier. Mais le taureau blanc que le dieu lui envoya était tellement splendide que Minos préféra le garder. Le châtiment décrété par Poséidon amena la reine Pasiphaë à s'unir à ce taureau pour donner naissance à la créature du Minotaure, qui fut enfermée dans le labyrinthe construit par l'architecte Dédale. Minos et Pasiphaë avaient 4 fils et 4 filles. L'un des fils, Androgée, fut injustement assassiné à Athènes pour avoir remporté trop de prix à des concours. Pour ce crime, le roi d'Athènes, Égée, fut ainsi condamné à verser un tribut à Minos. Chaque année, 14 jeunes Athéniens et Athéniennes devaient être envoyés en pâture au Minotaure. C'est Thésée, fils d'Égée, qui décida de mettre un terme à cette punition en se constituant volontairement victime de ce sacrifice annuel. Une fois jeté dans le labyrinthe, il tua le Minotaure et put retrouver la sortie grâce à la bobine de fil d'Ariane, l'une des filles de Minos. Thésée abandonnera ensuite Ariane sur l'île de Naxos, où Dionysos retint la princesse car il s'était épris d'elle. À l'approche du Pirée, Thésée oublia de signaler à son père Égée, par la levée d'un pavillon blanc, qu'il avait réussi dans sa mission. Et croyant son fils mort, Égée se jeta dans la mer, qui prit alors le nom de la mer Égée. Concernant Dédale, l'architecte du labyrinthe, il avait conçu si parfaitement son labyrinthe qu'il fut retenu prisonnier par Minos, de peur qu'il ne puisse en livrer les secrets. Il fabriqua des ailes, artificielles, enduites de cire pour s'évader par les airs, accompagné de son fils Icare. Vous savez aussi probablement comment le jeune Icare, ivre de joie et de liberté, s'approcha trop du soleil, malgré l'avertissement du père inquiet, et comment ses ailes se défirent, précipitant le fils dans la mer, devenue depuis la mer Icarienne. Quant à Minos, poussé par le désir de vengeance, il poursuivit Dédale jusqu'en Sicile, à la cour du roi Caucalos, où l'architecte s'était réfugié. Il fut assassiné par les filles de Caucalos et enterré dans une ville qui prit le nom de Minoa. Au royaume des morts, Minos reçut une place de choix, avec ses frères Rhadamante et Éaque, car ils constituèrent le trio de juges des âmes dans les enfers. Ainsi, ces légendes viennent éclairer et célébrer la grandeur et l'éclat de l'histoire de Crète à partir du règne de Minos, tout comme les légendes autour de la fondation de Rome permettent de donner son sens à l'histoire grandiose de Rome. Après le règne de Minos, les Crétois régnèrent en maître absolu en Méditerranée. Mais des séismes et des guerres entamèrent cette prospérité. Désertée par ses habitants, l'île fut colonisée par des Grecs. À l'époque de la guerre de Troie, la Crète retrouva une certaine puissance, envoyant 80 navires contre 100 pour la flotte mycénienne d'Agamemnon. Après la guerre de Troie, une deuxième désertion de l'île eut lieu au profit de colons doriens venus de toute la Grèce. À l'époque néolithique, Knossos fut le premier lieu peuplé de Crète, avant que l'occupation de l'île se poursuive au néolithique moyen,
4800-4300 avant Jésus-Christ, et récent, 4300-3800 avant Jésus-Christ. Dès le néolithique précéramique, Knossos se développa à partir de l'agriculture et de l'élevage, avant de développer un artisanat. Des vases, outils, figurines faits de pierre et d'argile, d'os et de cornes ont été découverts par les archéologues. Les habitants de Knossos vivaient dans une grande prospérité. À l'âge du bronze, à l'époque minoenne donc, l'introduction du métal et l'importation d'obsidienne, de cuivre, d'or et d'argent enrichissent considérablement la Crète, qui développe son commerce maritime et ses échanges avec le monde grec et le Moyen-Orient. L'artisanat et l'art prennent leur essor, Knossos conservant la place du village le plus grand, 5 hectares. À l'époque paléo-palatiale, 2000-1750 avant Jésus-Christ, les complexes palatiaux se développent sous l'impulsion des classes sociales élevées. Centre de la vie politique, religieuse et commerciale, les palais sont identifiables par un plan toujours identique. Une cour centrale, une cour ouest, des magasins ouest. Les escaliers complexes, les portiques à colonnes, les cryptes, les puits de lumière sont aussi des éléments caractéristiques de l'architecture des palais minoens. À cette époque se développèrent 2 systèmes d'écriture, le hiéroglyphique crétois et le linéaire A, répondant probablement aux besoins de la gestion centralisée autour du palais, autour duquel s'organisaient les villes. La première destruction des villes et palais crétois eut lieu vers 1700, avant Jésus-Christ, à la suite d'un premier grand séisme. Il y eut au total 5 phases de destruction et reconstruction. Chaque reconstruction fut l'occasion d'un embellissement conséquent, et les palais enrichis d'ornements et symboles sacrés toujours plus luxueux. La ville, grande de 75 hectares, était traversée par la voie royale et disposait d'un système hydraulique. D'égouts et des habitations luxueuses sur le modèle des palais se sont multipliées. La Crète domine alors toute la Méditerranée orientale, et son influence est visible jusqu'à Mycène. Mais c'est ensuite un chef mycénien qui s'installa à Knossos, ouvrant la 3e phase palatiale, l'époque créto-mycénienne, 1490-1370 avant Jésus-Christ. Les Crétois adoptent ainsi des éléments continentaux dans leurs coutumes, leur art devient moins réaliste et plus guerrier. La langue du linéaire B apparaît, elle a été déchiffrée par Ventris en 1953, ce qui permet d'enrichir les travaux archéologiques. La production crétoise reste centrée sur la laine, l'huile, le vin, le bois, les plantes, l'excédent étant destiné à l'exportation. L'hégémonie maritime décline au profit des comptoirs mycéniens, de même la religion, quoique fondamentalement inchangée, s'enrichit de nouvelles divinités mycéniennes. La destruction définitive du palais de Knossos a lieu en 1370 avant Jésus-Christ. On ne sait pour quelle raison. S'agissait-il d'un séisme, un incendie ou une guerre civile? Pendant la période post-palatiale, 1370-1100 avant Jésus-Christ, la disparition de Knossos permit aux autres cités de vivre de manière indépendante. Et l'ouest de l'île, dont le centre est la Canée, s'enrichit d'une influence grecque toujours plus grande. La puissance crétoise s'effondra alors avec les guerres intestines constantes entre les États-cités qui la constituaient alors. Ce n'est qu'à l'époque romaine que la Crète retrouva une certaine prospérité. Les fouilles. C'est Minos Kalokairinos qui, le premier, commença des fouilles non conventionnelles à Knossos. Il découvrit l'aile ouest et les magasins ouest, permettant de localiser définitivement le site du palais de Knossos. En 1898, sa maison fut pillée par les Turcs et l'ensemble de sa collection fut incendié. Quelques pièces survécurent pour avoir été données à des musées d'Europe dans le but de promouvoir ses recherches. En raison de l'occupation turque et des réticences des autorités locales, Stillman et Schliemann ne purent entreprendre la reprise des fouilles. C'est ensuite Sir Arthur Evans, dont l'intérêt se portait sur les 2 systèmes d'écriture crétois, qui put commencer à ses frais le chantier intégral sur le site, qu'il reconstitua progressivement jusqu'en 1931, dans l'état où nous le connaissons aujourd'hui. Après avoir racheté le secteur à un Turc en 1898, il put engager avec une grande équipe les grands travaux archéologiques, à la condition de laisser la propriété de l'essentiel de ses découvertes à l'Association sur la propagation de l'instruction d'Héraclione, dont les fondateurs, Xanthoudidis et Hatzidakis, interdirent que toutes les trouvailles archéologiques soient sorties du territoire crétois. Après la Seconde Guerre mondiale, des fouilles complémentaires se succédèrent et permirent d'étoffer la collection et de mettre au jour des trésors archéologiques dans des villas environnantes notamment. Palton et Alexiou s'employèrent à restaurer et à protéger les découvertes d'Evans des dégradations et de l'usure du temps, car Evans avait commis l'erreur d'employer dans ses travaux le ciment et le fer
matériaux trop fragiles pour la conservation et pour la pérennité du site. On entre dans le palais par la cour ouest, une immense cour d'allées, d'où l'on peut voir l'accès au palais en palier et des façades ayant gardé les traces du dernier incendie. La cour est traversée par des voies processionnelles d'allées, 2 autels sont encore visibles. 2 coulouresses sont visibles aussi. Ces constructions circulaires souterraines étaient sans doute de grands silos à grains utilisés dans l'ancien palais. On peut aussi comprendre comment la construction et les reconstructions successives du palais ont été effectuées les unes sur les autres. Au fond de 2 des 3 coulouresses sont visibles des murs des premières habitations de Knossos. Enfin, le buste d'Evans se situe dans un angle de la cour, dressé en 1935 par la ville d'Héraklion en son honneur et en sa présence. Passé les propylées ouest et le corridor de la procession, on aperçoit l'entrée sud. L'entrée sud donnait accès au viaduc, dont les ruines sont encore visibles à l'extérieur de l'enceinte. Malgré sa destruction, on peut imaginer l'escalier hypostyle imposant qui reliait l'ancien palais au caravansérail situé à plusieurs centaines de mètres de là. La maison sud, reconstituée par Evans, hébergeait un dignitaire éminent, proche du roi, sans doute un prêtre. Enfin, 2 copies de fragments des immenses fresques présentes originellement sont à voir. Le corridor de la procession était orné d'une fresque représentant plus de 150 personnages, portant offrandes, vases et munis d'instruments de musique, soulignant le lien étroit entre la musique et la religion. La copie du prince des Lys représente probablement le roi prêtre, coiffé d'une couronne de lys et de plumes de paon. Il semble tenir un animal qu'il conduit au palais, probablement une créature mythologique, un griffon ou un sphinx. Le piano nobilé, à l'étage, en jaune. Evans identifia le sanctuaire aux 3 colonnes, dont il ne reste rien. En revanche, 2 grandes salles adjacentes ont été restaurées, dont la salle du sanctuaire qui était ornée de fresques avec des sujets religieux. De l'autre côté du corridor, la salle des copies est à voir. Entièrement restaurée, la pièce est typique de l'architecture du palais, avec son puits de lumière, son balcon intérieur et ses piliers. L'art minoen. Les Minoens, de par leur statut d'insulaires et leurs échanges maritimes, étaient en contact permanent avec les peuples étrangers de toute la mer Égée, comme en témoignent les influences proche-orientales, babyloniennes et égyptiennes, dans leur art primitif, mais aussi dans leur poterie, les bijoux, tous les objets, et de matériaux précieux tels que le cuivre de Chypre et l'ivoire d'Égypte. L'art minoen n'avait pas seulement une fonction décorative, mais aussi religieuse et politique. La poterie minoenne connut différents stades de développement. On passa ainsi du style Vassiliki, avec des surfaces décorées de rouge et de noir, à la poterie barbotine, avec des excroissances décoratives ajoutées, puis à la céramique polychrome de Camarès, avec des motifs vifs rouges et blancs sur fond noir. Les motifs en sont des formes géométriques, des poissons et des polypes impressionnistes, des figures humaines abstraites, des coquillages et des fleurs. Les objets couramment ornés sont les cruches à bec, les coupes, les pyxides, c'est-à-dire des petites boîtes, les calices et les pitoïs. Ce sont les très grands vases utilisés pour le stockage des aliments. Pendant la période néopalatiale, les formes et les motifs évoluent. On trouve des sarcophages en terre cuite, des vases plus minces, effilés à la base, la jarre à étrier avec une vraie ouverture et une seconde fausse ouverture avec 2 anses. Les motifs de plantes et marins, le style floral, se développent. Les créatures marines comme les poulpes se prêtent particulièrement bien aux courbes des poteries. Les têtes de taureau et les doubles haches, les nœuds sacrés, sont des motifs omniprésents également, tout comme les oiseaux, les guerriers et les boucliers. L'exemple le plus célèbre des vases rituels ou rita est celui de la tête de taureau serpentine du petit palais de Knossos, aujourd'hui conservé au musée archéologique d'Héraklion. Des orifices discrets permettaient de faire circuler et s'écouler le liquide lors des libations. C'est la tête de taureau que vous voyez en haut à droite. Les figurines minoennes en argile puis en ivoire, parfois en bronze, représentent les hommes en rouge, portant des pagnes ceinturés, et les femmes de couleur blanche, avec de longues robes fluides et des vestes ouvertes. Les Minoens décoraient leur palais avec de véritables fresques, en appliquant les pigments de couleur noire, rouge, blanc, jaune, bleu et vert. Sur un enduit de chaux humide,
qui fixait la couleur, ainsi protégée contre la décoloration. Il pouvait aussi appliquer la peinture fresco-secco sur un enduit sec. Les fresques décoraient les murs, soit dans leur intégralité, soit au-dessus des fenêtres et des portes ou sous le dado. Les plafonds, les poutres en bois avec des formes abstraites et des motifs géométriques, puis plus tard, avec des scènes de rituels, de cérémonies et de sports taurins. Les scènes de la nature sont omniprésentes, en particulier les lys, les iris, les crocus, les roses, mais aussi des plantes telles que le lierre et les roseaux sont présents, les paysages aussi, sans aucune présence humaine. Les animaux, eux aussi, étaient souvent représentés dans leur habitat naturel. Nous avons vu singes, oiseaux, nous verrons plus loin des dauphins, des poissons. La fonte permettait d'affiner les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le bronze et le bronze doré. Des pierres semi-précieuses étaient utilisées comme le cristal de roche, la cornaline, le grenat, le lapis-lazuli, l'obsidienne et le jaspe rouge, vert et jaune. L'améthyste était également populaire et était importée d'Égypte, où elle n'était plus à la mode dans les bijoux, ce qui illustre l'indépendance d'esprit des Minoens, en ce qui concerne les matériaux et le design. La faïence, l'émail, la stéatite, c'est-à-dire la pierre à savon, l'ivoire, le coquillage, la pâte de verre et la frite de bleu égyptien, un produit synthétique intermédiaire entre la faïence et le verre, étaient également utilisés. Les bijoutiers minoens maîtrisaient toutes les techniques de travail du métal, à l'exception de l'émaillage, ce qui leur permettait de transformer une matière première précieuse en une large gamme d'objets et de motifs. Les Minoens fabriquaient des diadèmes, des colliers, bracelets, perles, pendentifs, brassards, bandeaux, ornements vestimentaires, épingles à cheveux, des ornements capillaires, pectoraux, chaînes, anneaux, boucles d'oreilles. Les armes aussi étaient décorées. Les anneaux n'étaient pas seulement décoratifs, mais aussi utilisés comme sceaux administratifs. Les artistes minoens ont ainsi influencé largement la civilisation mycénienne et grecque par les îles des Cyclades et de Rhodes, mais aussi l'Égypte et la Perse par leurs techniques, mais aussi par leurs motifs. Au rez-de-chaussée, une salle où l'on découvrit un coffre renfermant des tablettes en écriture linéaire B et l'oikos de Rhéa, un mégaron mycénien ou un temple grec antique. Les 18 magasins qui suivent permettaient de stocker les productions agricoles conservées dans le palais. De grandes jarres renfermaient des liquides, dont l'huile, de grands coffres rectangulaires souterrains, casselles en crétois, contenaient les objets précieux du palais. Enfin, d'autres contenants ressemblant à de petits bassins enduits pour le stockage de denrées liquides, présentant de petites cavités pour en recueillir la lie. On pense qu'on pouvait stocker en tout jusqu'à 78 000 litres de liquide dans le palais. La cour centrale mesure 50 mètres sur 25 et de forme rectangulaire. Elle constitue le centre du complexe du palais. Elle permettait de recevoir les cérémonies religieuses et des manifestations telles que les taureaux catapsia. Architecturalement, elle permit aussi d'éclairer et d'aérer la façade de l'aile occidentale du palais. Le sanctuaire central était vraisemblablement tripartite, constitué de la pièce des cryptes avec piliers, la pièce aux cuvettes et la pièce au trésor. L'ensemble d'objets sacrés qu'Evans découvrit confirme la dimension religieuse de cette partie de l'édifice. La construction en était raffinée, les dalles de gypse de pavement en mortier rouge, les piliers des cryptes ornés du symbole de la double hache, appelée bétyle, c'est-à-dire pierre sacrée auprès desquelles on rendait le culte à la divinité, font d'une de ces cryptes un adytone. Les cuvettes servaient à recueillir les offrandes liquides. C'est dans la sacristie du sanctuaire que l'on découvrit dans l'un des 3 coffres les fameuses déesses au serpent. On découvre ensuite la salle du trône, dont le vestibule est accessible par une baie, polytyrone, à 4 ouvertures. Le trône en pierre est copié de l'original en bois et est encadré de banquettes et de 2 griffons qui le protègent. Le lion et l'aigle symbolisent la force et l'agilité. Il a servi de modèle pour le siège du président de la Cour internationale de La Haye. On ne sait avec certitude si le roi prêtre y rendait la justice ou si ce siège était réservé à l'apparition de la divinité, c'est-à-dire Épiphanie. Le bassin lustral, déplacé du vestibule à la salle du trône par Evans, servait à se purifier avant d'entrer. Quant au bassin lustral nord à l'arrière, on suppose que le roi prêtre s'en réservait l'usage pour s'y retirer en période d'ascèse et de prière.
Les systèmes d'écriture. Le disque de Phaistos est un disque d'argile cuit, probablement d'origine minoenne, mesurant environ 16 cm de diamètre et imprimé des deux côtés de 242 symboles placés dans un arrangement en spirale. Jusqu'à présent, cette découverte archéologique unique reste une énigme non déchiffrée. Découvert en 1908 dans le Vieux Palais de Phaistos, ville minoenne de Crète, on en sait peu sur le disque, et son origine et sa signification font l'objet de nombreux débats parmi les chercheurs, sans qu'on arrive à en percer le mystère. On pense que certains symboles représentent des syllabes et d'autres des mots entiers, c'est-à-dire pictogrammes ou logogrammes. Quant à sa fonction, la question reste entière. Il s'agit peut-être d'un hymne à la déesse de la terre, ou d'une liste de la cour, d'un index de centre religieux, ou d'une lettre de salutation, d'un rituel de fertilité. Le mystère reste entier. Le linéaire A dérive des hiéroglyphes crétois, et a lui-même ensuite donné naissance au linéaire B ainsi qu'au syllabaire chypro-minoen, puis au syllabaire chypriote, qui lui est lisible et apparenté à un dialecte grec. Le linéaire A est donc une écriture encore non déchiffrée, qui fut utilisée dans la Crète ancienne et à l'époque minoenne. C'est Arthur Evans au début du XXe siècle qui découvrit en Crète des traces de cette écriture, ainsi que des deux autres, qu'il nomma respectivement donc hiéroglyphes crétois, linéaire A et linéaire B, de la plus ancienne à la plus récente. C'est grâce à des tablettes d'argile de Knossos, cuites accidentellement par un incendie, qu'Evans a pu réunir des fragments de ces écritures. On dispose d'environ 1500 fragments, portant un total d'environ 8000 signes écrits en linéaire A. L'apparition de l'écriture linéaire B en Crète, qui était largement utilisée en Grèce continentale à l'époque mycénienne, et la fin de l'utilisation de l'écriture linéaire A courante, dans les sites minoens de Crète, correspondent à la période minoenne tardive. Le linéaire B est un syllabaire utilisé pour l'écriture du mycénien, une forme archaïque du grec ancien. Il se compose d'environ 87 signes. Les nombres sont décimaux, les poids et mesures sont d'inspiration babylonienne. Le linéaire B est complètement oublié dès le début du premier millénaire avant notre ère. Il sera par la suite remplacé par l'alphabet grec, avec lequel il n'a aucun lien. Cette écriture fut déchiffrée en 1952 par l'architecte anglais Michael Ventris à partir des travaux initiaux d'Alice Cooper. Le culte minoen associe étroitement la nature et la divinité. Ainsi, nombre de symboles sacrés sont représentés sous la forme d'animaux, autour d'une figure divine, généralement féminine, du type déesse mère, comme en témoigne la fameuse déesse au serpent. Le dieu taureau est également très présent, en lien avec la légende du Minotaure. Les scènes de taurocatapsia, assez mystérieuses, illustrent un jeu rituel où de jeunes gens se livrent à des acrobaties par-dessus un taureau. Les cornes, la double hache sont des ornements fréquents sur les vases, les sarcophages, les autels, les banquettes, etc. L'olivier, symbole de longévité, figure aussi parmi les ornements privilégiés. Le roi prêtre incarnait autant l'autorité politique que religieuse, mais des prêtres et prêtresses officiaient en tenue orientale, revêtus de peaux d'animaux. Ils procédaient aux libations et sacrifices parfois humains. On suppose que le cannibalisme rituel existait également. Quant aux offrandes, elles consistaient en fruits, vins, branches. Enfin, il n'existe aucun temple, les rites religieux se déroulaient en plein air et au sein de sanctuaires ou de grottes. Quant aux funérailles, on enterrait les défunts en déposant auprès de leur corps nourriture et objets du quotidien. Des processions et des danses accompagnaient la cérémonie d'inhumation. Passons au secteur nord. Le corridor qui longe le bastion ouest avec la fameuse fresque du taureau, probablement à l'origine du mythe du Minotaure, permet d'accéder au théâtre. Du théâtre par la voie royale. Il permettait sans doute d'accueillir les processions parties des propylées ouest, la paire de doubles cornes en gypse et d'une gravure de femme représentant la divinité confère à ce lieu un caractère clairement sacré. En vert, la grande salle avec les rangées de piliers, l'octroi. Donnant sur la mer, cette salle avait pour fonction de contrôler l'entrée des hommes et des marchandises arrivant de l'extérieur. Découvrons à présent l'aile est. Cette partie du palais comprenait 4 à 5 étages à l'origine. Les ateliers du palais d'abord. En arrivant par le nord, on découvre le corridor du jeu d'échecs et le magasin des jarres géantes,
jouxtant la cour du conduit de pierre, sur les photos ci-contre. Le jeu d'échecs découvert était fait d'ivoire, de cristal de roche, de pâte de verre bleu et de feuilles d'or et d'argent. C'était un véritable jeu royal, extrêmement luxueux. Juste à côté, on découvre une école selon Evans, mais plus probablement il s'agissait d'un atelier de potier, où l'on a découvert la fameuse fresque de la Taurocatapsia. Ensuite, lors de sa découverte, l'atelier du tailleur de pierre renfermait des blocs de basalte de Sparte, bruts, importés pour la fabrication de vases en pierre. C'est dans le magasin des jarres à médaillons qu'on découvrit la célèbre fresque des Dames en bleu. Ensuite, les appartements royaux. Le mégaron de la reine laisse voir une immense fresque avec des dauphins, ainsi que celle des danseuses. Le complexe comprenait cabinet de toilette, salle de bain avec sa baignoire en terre cuite, reconstituée, des latrines. L'ensemble était éclairé par un puits de lumière. C'est là qu'on a retrouvé la figurine de l'acrobate et d'autres objets précieux. Dans le mégaron du roi, ou hall des double H, se situe une immense pièce luxueuse, la salle d'audience. Des portes en bois séparaient les différents polytyrones, c'est-à-dire les pièces d'un palais ouvrant sur plusieurs côtés par des baies multiples que séparent des piliers. On imagine que ces portes servaient à séparer les pièces pour des réunions privées. Enfin, autour du palais, malheureusement fermés au public, les vestiges autour du palais sont pourtant nombreux. L'auberge ou caravansérail, notamment, qu'on retiendra, constituée de 2 étages, elle abritait la célèbre fresque aux perdrix. Le complexe comprenait des bains, si bien que l'hypothèse a été donnée qu'il s'agissait peut-être de bains, tout simplement. Une fontaine sacrée aussi, la villa royale, qui suit l'architecture du palais en des dimensions plus réduites. Sur 3 étages, on retrouve un mégaron avec salle du trône, une crypte à piliers, un puits de lumière, un grand escalier. Le petit palais, c'est là qu'on découvrit le fameux riton en forme de tête de taureau. Ce vase à libation comprenait donc une perforation dans le cou pour y verser le liquide qui s'échappait ensuite par un autre trou au niveau des naseaux. La tombe sanctuaire royale, on y découvrit les squelettes d'une vingtaine de personnes dans la crypte hypostyle, c'est-à-dire le sanctuaire. La tombe royale comprenait du mobilier funéraire, un sarcophage incrusté de pierres précieuses, datant de la 3e période palatiale. Des plaques de gypse recouvraient les parois et le plafond en était bleu, représentant le ciel. Des cornes de consécration aussi et une colonnade ont permis d'identifier ce lieu comme un sanctuaire. Enfin, à voir peut-être un jour, la Villa Ariane, qui est une villa moderne. C'est la maison qu'édifia Evans pour son travail sur le chantier des fouilles pendant plus de 30 ans. Il en fit ensuite don à l'école britannique d'Athènes, puis le gouverneur allemand de Crète l'occupa pendant la Seconde Guerre mondiale. Le service archéologique grec en reprit possession après la guerre. Nous en avons terminé avec cette petite introduction à la civilisation minoenne. J'espère vous avoir donné l'envie de vous rendre en Crète et de visiter le palais de Knossos. Je vous encourage en tout cas à faire des recherches complémentaires sur certains aspects qui vous auront intrigué. À bientôt!